On est en début 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Une guerre opposant jusqu'à là l'Angleterre et l'URSS face à l'Allemagne et l'Italie. Une guerre à terre, dans les airs et également sur la mer. Des immenses monstres d'acier se donnent des combats comme on n'en voit plus aujourd'hui. Des combats qui donnent bien souvent une triste fin avec plusieurs navires finissant au fond de l'océan. En 1941, la guerre navale est à son comble. Chaque camp coule des navires ennemis. Les U-boats allemands torpillent des dizaines de navires. Les cuirassés britanniques, eux, font trembler leurs tourelles et immenses canons. C'est donc une année de haute tension. À ce moment-là de la guerre, les Allemands se focalisent sur une chose, les navires convois. Des navires sans réelle défense face aux croiseurs allemands ou U-boats qui coulent parfois plusieurs convois dans la même journée. Les croiseurs allemands les plus célèbres resteront sans aucun doute les Gneisenau et Scharnhorst, qui couleront au cours de l'année 1941 plus de 22 convois. L'Allemagne a pendant la Seconde Guerre mondiale la marine la plus performante avec celle des Britanniques. Le Prinz Eugen et le Bismarck sont deux navires allemands envoyés dans l'Antarctique en mai 1941 pour intercepter des convois. Le Prinz Eugen est un croiseur. Il a des canons avec une puissance raisonnable, des lance-torpilles, mais n'est pas un cuirassé car il n'a pas un énorme blindage. Tout le contraire du Bismarck, un cuirassé déjà réputé pour sa puissance. Il est mis en service en 1941 et s'apprête alors à faire sa première mission. Du côté britannique, on a toute une flotte qui est censée empêcher l'interception de leurs convois et couler les terrifiants navires allemands. Parmi ces navires, on a le Hood et le Prince of Wales. Le Prince of Wales est un cuirassé, sister ship du King George V. Le Hood, quant à lui, est l'un des meilleurs croiseurs du moment. Blindage léger, mais navire rapide et canon puissant, semblable à ceux d'un cuirassé. Ce navire fait rêver. Le 21 mai 1941, le Bismarck et le Prinz Eugen sont repérés au sud-ouest de la Norvège. Les deux navires cherchent à intercepter des convois britanniques. Le 22 mai, le Hood et le Prince of Wales quittent le port anglais de Scapa Flow, situé au nord de l'Écosse. Le même jour, les croiseurs Norfolk et Suffolk confirment la trajectoire du Bismarck et du Prinz Eugen, qui se situent alors au nord-ouest de la Norvège. Les quatre navires se dirigent alors vers l'Islande. Les Allemands passent par le nord et les Anglais le sud. Ils vont forcément se croiser au détroit de Danemark. Le 24 mai, vers 5h05, les deux flottes s'aperçoivent. La bataille va alors pouvoir commencer. Vers 5h52, le Prince of Wales donne les premiers coups de feu en direction du Prinz Eugen. Les Allemands répondent à leur tour. Leurs tirs manquent de peu leur cible et deviendront de plus en plus précis, tandis que du côté anglais, c'est la galère. Le Prince of Wales a du mal à enchaîner les tirs. Un problème technique ralentit le rechargement, empêchant des tirs précis et réguliers. Rapidement, les Anglais comprennent que la cible importante n'est pas le croiseur, mais plutôt le terrible cuirassé Bismarck. C'est donc là qu'ils orientent leurs tirs. Et tout à coup, une explosion retentit. À 6h, le Hood vient d'exploser. Le navire se tord en deux. Les quatre tourelles s'envolent dans les airs. Le navire coule en quelques minutes. Sur 1419 membres d'équipage, seuls 3 survivent. Le commandant de l'escadre, Lancelot Holland, décède sur le coup. Le Hood
vient en fait de succomber à un obus du Bismarck. Un obus qui a atteint le croiseur, mais qui l'a atteint à un endroit fatal. En dessous des tourelles se trouve très souvent une soute à munitions. Un endroit hautement explosif s'il est atteint. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver. Avec une précision exceptionnelle, l'obus du cuirassé allemand pénètre dans le faible blindage du croiseur et se loge dans cette fameuse salle. Et crée, sans aucune surprise, une énorme explosion. Mais ce n'est pas la seule cause de la perte du Hood. Au début du combat, le commandant de l'escadre, Holland, qui se trouvait alors sur le Hood, aurait dû logiquement ordonner un petit changement. Petit changement qui aurait pu donner une toute autre issue à cette bataille. Pendant tout le long du combat, le Hood se trouvait devant le Prince of Wales. Un choix pas très stratégique. Car le Hood, qui je le rappelle est un croiseur, a un faible blindage. Et qui dit navire en première position, dit navire qui attire les feux ennemis. Le cuirassé, soit le Prince of Wales, aurait donc dû se retrouver en première position, car il est mieux blindé. Une erreur stratégique qui est trop longtemps restée inaperçue. Revenons donc au combat. Le Prince of Wales se retrouve donc seul. Le Prince of Wales se retrouve alors seul. Il est endommagé à des avaries et à des problèmes de canon. Il est obligé de rompre le combat et de rentrer en Angleterre. Les Allemands rompent également le combat. Le Bismarck subit quelques légers dégâts et le prince Eugène est presque totalement épargné. La bataille du détroit de Danemark aura donc duré un peu plus d'une dizaine de minutes. Quand on apprend la nouvelle en Angleterre, c'est le choc. Perdre l'un de ses fleurons est vu comme une véritable humiliation. Le Prince of Wales est couvert de honte, et une réputation désastreuse le suivra jusqu'à son naufrage le 10 décembre de la même année, à la suite d'une attaque aérienne japonaise. Après la bataille, le Bismarck renonce donc à la mission de poursuivre des convois et tente de rejoindre le port de Brest, en France occupée. Malheureusement pour le cuirassé, une véritable traque débute. Winston Churchill, alors Premier ministre britannique, dit cette phrase devenue célèbre. « Couler le Bismarck à tout prix ». C'est finalement seul, car le prince Eugène a lui continué la mission que fait naufrage le Bismarck, à la suite d'un long calvaire. Les tirs des cuirassés Rodney et King George V, sister ship du Prince of Wales, auront raison du cuirassé allemand, qui fait naufrage dans la matinée du 27 mai. Le prince Eugène continue donc la mission seul. En vain. Finalement, aucun convoi ne fut intercepté. Un véritable échec. Le croiseur aura une pauvre carrière. Il finira capturé par les Américains à la fin de la guerre et servira à une expérience nucléaire avant d'être détruit en 1946. La chasse au convoi continuera tout au long de la guerre. Les terrifiants U-boats allemands continueront de terrifier tout type de navire. Des sous-marins capables de vous couler et de partir comme si de rien n'était. Mais en fait, l'histoire du Hood s'est en quelque sorte répétée quelques mois plus tard en décembre 1941. Le 7, au matin, une attaque aérienne japonaise va avoir pour cible une base navale américaine située en plein milieu du Pacifique, celle de Pearl Harbor. Une base où de nombreux navires sont stationnés, tels que des cuirassés, des croiseurs et en temps normal, des porte-avions. Un bombardier japonais va lâcher une bombe au-dessus de l'Arizona. Un cuirassé contenant plus d'1 millier de marins, dont la plupart sont des jeunes de moins de 20 ans. La bombe pénètre dans la soute à munitions avant et crée la même chose qu'avec le Hood, une énorme explosion. Plus de 1100 marins décéderont sur le coup, et le navire est complètement mis hors d'état de nuire. Juste pour cela, l'attaque fut perçue comme un succès.
Aujourd'hui, sur la base de Pearl Harbor, un mémorial a été réalisé en l'honneur de ces jeunes marins. Jeunes marins qui sont partis dans l'au-delà bien trop tôt. L'histoire du naufrage du Hood, comme celle de l'Arizona, restera comme l'une des plus mortelles de la guerre. L'explosion fut si soudaine, si rapide, qu'elle ne laissait très peu de chances de survie. Deux histoires, parmi tant d'autres, qui rappellent les horreurs de la guerre et surtout sa stupidité.